Bonjour et bienvenue. Vous n'êtes pas sur l'antenne de Radio Brune 90.7, mais bel et bien sur Skype, sur YouTube, pour ce nouveau Skype du confinement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Guillaume. Guillaume Marron, comment ça va, Guillaume? Ça va bien, très très bien. Ah, il fait beau aujourd'hui, hein. Il fait tellement beau que j'ai l'impression que tout a été calculé exprès. C'est vrai que ce confinement, c'est encore plus chaud quand il fait beau, quoi. Tu te dis, pourquoi il pleut pas? Alors, il y a un paradoxe, c'est que ceux qui sont en ville doivent être très très frustrés, mais ceux qui sont à la campagne et qui ne peuvent pas travailler sont très heureux. En fait, je crois qu'il y a des malheureux et des ravis en fait dans ce. Il y a à peu près deux mondes. Mais toi, tu es où, là? Alors moi, dès le premier jour du confinement, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai fait mon sac et je me suis cassé à la campagne. J'ai emmené mes virus à la campagne pour contaminer le reste. Donc là, je suis voilà, au vert. Ouais, au vert et contre tous, ouais. Exact. Et on va continuer comme ça un peu nos coups de cœur, j'ai envie de dire, le petit journal de bord du cinéphile en ce temps de confinement. Donc je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as vu de bien ces derniers temps à la maison? Eh ben, je suis comme tous les Français, pour lutter contre la morosité, on regarde que des comédies. Que des comédies, alors soit celles que nous passe la télévision, soit on sort un petit DVD derrière les fagots, histoire de se remonter le moral. Parce que c'est vrai qu'être confiné, même quand on est à la campagne, on peut pas, voilà, on peut pas vraiment sortir du terrain. On est un peu bloqué. On a peur de se faire tirer dessus par la commande tour. Donc, moi, je veux même pas signer un Ausweis. Tu vas t'en laisser passer, c'est bon. J'ai des Ausweis au cas où. Je les remplis, voilà, c'est pour passer la frontière, pour passer en zone libre, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il paraît que la police est un petit peu soupolée et donc je me méfie. Hein. Et donc tu restes à la maison. 135 €. Et qu'est-ce que tu regardes alors? Mais en parlant d'Auschwitz, je me dis que j'ai encore regardé Papy fait de la résistance et j'étais tout content, enfin il nous le repasse. Donc je me suis marré, remémoré toutes les blagues, on les connaît, mais toutes par cœur, avec Ramirez, avec le colonel Spoons, enfin bref, bon, un indémodable. Eh ben, on peut l'évoquer parce que bon, je l'ai pas vu, mais je sais que France Télévisions donc l'a diffusé l'autre jour dans une soirée spéciale, puisqu'après il y avait Twist Again à Moscou, que j'aime Ouh, beaucoup aussi par ailleurs. Et le Papy fait de la résistance, il faut le dire, est dédié à la mémoire de De Funès. Tu sais pourquoi? pas du tout. Parce que il devait jouer dans le film à la base. Le film était tourné, si je dis pas de maîtrise, en février 83, mars 83, et De Funès est mort en janvier, le 7 janvier 83, et il devait jouer. Donc il y a plusieurs rumeurs qui circulent là-dessus. Selon les participants, c'est jamais la même version. La première version, celle qui semble la plus logique, c'est qu'il devait jouer le rôle de Jacques Villeray, donc le Reichsminister Ludwig von Apfelstrudel, Ouais, tarte aux pommes, la tarte aux pommes. La deuxième version, elle tient aussi bien la route. ce Il serait, devait jouer le rôle. Oui, ce serait le papy, il y a la bruit. voilà, le rôle de Galabru étant mort, et ben, ils ont donné le rôle à son acolyte des gendarmes, donc Michel Galabru. Bah, attention à la fenêtre derrière. Oh, je vois qu'il y a du suspense. Il y a des courants d'air, danger. Ouais, continue. Et la troisième version, qui est peut-être la moins vraisemblable, mais qui est la plus drôle que j'ai pu trouver, Louis de Funès aurait dû incarner le deuxième grand-père, donc du côté, on va dire, de Jean Carmet, et il devait jouer un ancien poilu qui pense que la Première Guerre mondiale n'est pas encore finie et qui vit en fait dans le jardin dans une tranchée. Voilà. Mais on ne saura jamais exactement selon les. Est-ce que si le film avait été fait plus tôt, ou si De Funès aurait eu une meilleure santé, est-ce qu'il aurait pu en fait jouer Ramirez, en fait, un excité collabo, est-ce que ça aurait été possible? Ah ben il aurait pu, mais c'est vrai que bon, Gérard Jugnot, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Oui, mais n'est-il pas plus pertinent de demander au réalisateur, c'était qui? C'était Poiré qui l'avait fait Ouais, écrit avec Christian Clavier et Martin Lamotte, et selon les trois, en fait, à chaque fois, c'est l'une des versions que je t'ai soumise, on va dire, et donc Ah, on sait pas exactement la vérité, c'est assez bizarre. c'est peut-être Poiré qui a la vérité. Hein.
En Et tout cas, en l'état, c'est vrai que c'est un classique du cinéma français avec t'as tout le gratin du cinéma français à l'époque. Hein, t'as un casting, ils sont tous dedans, quoi. ouais, même certains ont un petit rôle, un carnet blanc, mais c'est vrai qu'ils y sont tous, hein. Le pire, c'est Bernard Giraudot qui est là juste pour une seule réplique. J'ai buté 3 boches. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'était une immense star à l'époque. Hein. Et on retrouve des acteurs justement après dans Twist Again à Moscou, on en retrouve plusieurs. Mais tu l'as vu, tout ce gars à Moscou aussi ou pas? À Moscou, c'est un film que nous a parlé Sébastien, un ami commun, qui il y a quelques mois, il dit, mais tu connais pas Twist Again à Moscou, c'est mon film préféré. Je lui dis, bah non, jamais, j'ai jamais vu passer à la télé. Et j'ai commandé le DVD, et c'est vrai qu'on l'a vu il y a quelques mois, et c'était vraiment, il y a plein de trucs franchement méchamment drôles. Alors déjà, tous les noms qui se finissent en off ou en F, comme ça, des acteurs, c'est déjà bien trouvé. Et puis alors, l'avion qui explose, enfin, on n'en dit pas trop, mais on a un Christian Clavier qui est extraordinaire, on a un Blier qui est bien aussi, alors Noiret, il est au sommet de sa forme. Franchement, c'est un film qui n'aurait pas dû être passé en deuxième partie de soirée. Il aurait fallu, parce que tout le monde n'est pas couche-tard, il aurait fallu passer en première partie de soirée. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le faire vraiment découvrir. Et il démérite pas. C'est un film qui mérite sa place en prime time, quoi. C'est vraiment dommage de basculer ça après, hein. C'est vrai que c'est un film qui mérite d'être redécouvert aujourd'hui. C'est une petite curiosité, t'as l'impression, au sein. C'est comme Papy fait de la résistance. C'est un film du splendide, oui ou non, parce que là, il est écrit aussi par Christian Clavier et Lamotte, si je dis pas de bêtises. Donc il y a aussi Lamotte, Clavier, on trouve aussi Roland Blanche, enfin, il y a Jacques François, enfin, il y a un casting qui est assez démentiel. Et c'est vrai que c'est assez étonnant dans la mesure où Marina Vladi aussi, je voulais, où, où c'est un pur délire en fait qui est né d'un voyage justement en promo pour Papy fait de la résistance qui était diffusé en Russie et ils se sont mis à délirer en fait Clavier et Poiret sur des Russes, c'est ce qu'on retrouve dans le film, des Russes en train de massacrer littéralement en fait des chansons françaises comme Brigitte Bardot, etc. Et ils se sont mis à délirer là-dessus et ça crée donc du coup le scénario de Twist Again à Moscou. Alors en gros Et qui est c'est sorti quoi, 2 ans après, 3 ans? à peu près, je vais pas vérifier, mais si je dis pas de bêtises, il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est le film juste après Papy fait de la résistance pour Jean-Marie Poiret. Et l'histoire, c'est en gros un organisateur de concerts d'origine arménienne, donc joué par Christian Clavier, qui fait voilà, des concerts rock et qui se retrouve, comment dirais-je, poursuivi par le KGB, etc., et les autorités russes, et qui retrouve finalement euh, asile, on pourrait dire, chez son beau-frère, qui est une sorte de haut dignitaire du parti qui tient Ah, un hôtel de luxe, et il va le plonger littéralement dans l'opposition politique à ses dépens. Et c'est un film c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Voilà, il est moins drôle que Papy fait de la résistance, enfin, du moins pour moi, quoi. Et il manque un peu de rythme, je trouve, au alors, le milieu du début est film. un peu lent, ça manque un peu de rythme, mais euh, on finit par accrocher, il y a quand même pas mal de blagues. Oui, c'est vrai que la première demi-heure, il faut patienter. Alors peut-être qu'il aurait mérité d'être un peu plus court de 10-15 minutes, notamment sur le départ. Mais il y a quand même quelques belles trouvailles. Et alors après, surtout, il y a aussi des bonus à la fin qui sont intéressants, avec les interviews de Poiret dans le DVD, dont on peut profiter. Et apparemment, ça n'a pas été si simple à faire. Comment tu dis, l'acteur Jacques Étienne, non? François. Jacques François, merci. Oui, qui joue le vieux colonel complètement Voilà, Grincheux. Alzheimer. Et il en a un peu bavé apparemment, parce que je sais plus, je crois que c'était fait à Belgrade en partie. Enfin, c'était bon. Et donc c'est vrai que ça a été un peu galère quand même. Et il ne garde pas forcément un très bon souvenir. Alors j'ai vérifié, hein, c'est 86, hein, donc c'est juste après Twist Again après Papy fait de la résistance, 3 ans après. En pleine Et période. moi je trouve que ça marche vraiment par rapport à la galerie de personnages, quoi. C'est de la bande dessinée, quoi. Lamotte, en adhérent du parti zélé, il en fait des caisses, mais il a crevé de rire, quoi. Ou Roland Blanche aussi en membre du KGB, ils sont. Enfin, c'est de la BD, quoi. Enfin, rien que leur tronche, tu te marres, quoi. Ah mais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est franchement c'est très très. Il y a quand même des bonnes blagues, ah, voilà, qui sont à garder.
Donc voilà, une soirée, tu t'es fait une soirée poirée, quoi. Voilà, exactement. Et puis ça continue parce que même si on les connaît tous, eh bien, on re-regarde sur M6, parce que c'est M6 qui a les droits pour Gendarme à Saint-Tropez. Il y a toujours deux ou trois bonnes blagues qui nous font rire. Gendarme se marie, c'était il y a quelques jours. C'était très drôle. Il y a quand même encore des blagues avec un Joe Fiennes mais complètement excité et délirant dès le début du film. Et ça, c'est vrai que on s'en lasse pas. Et je crois que tous les Français ont une admiration voilà, pour Louis de Funès qui est inégalable en fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que France Télévisions, France 2 diffuse maintenant, pendant le confinement, tous les jours, un film de patrimoine français. Voilà. Alors, certains s'en plaignent en disant, voilà, c'est pas des films récents et tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est des valeurs sûres. Il y a du Coluche et il y a du De Funès, et bah, force est de constater que même si ça se plaint, et ben, ça marche encore pas mal, hein. La soupe aux choux a fait 3 millions l'autre jour, à 14 heures l'après-midi, et La Grande Vadrouille, si je dis pas de bêtises, a fait plus de 5 millions de spectateurs un dimanche après-midi, quoi. Donc ça marche encore, encore et encore. Et t'en penses quoi? Pourquoi on diffuse De Funès et pas un autre, justement? Pourquoi il y a deux, trois Coluche aussi, mais pourquoi on diffuse en masse des De Funès encore? Parce que les deux finesses, il y a déjà l'époque, une époque une nostalgie des années 5, genre 60, début 70, on va dire. Une période un peu bénie où tout allait bien, soi-disant, on pouvait faire un peu plus ce qu'on veut. Et surtout quand une période où on ne peut pas faire ce qu'on veut comme actuellement, encore moins que d'habitude. Et là, on pouvait vraiment, on a l'impression qu'il y avait de la liberté. Et puis, donc ça, c'est déjà pour l'époque. Et aussi, on a l'acteur qui c'est un acteur de théâtre, de comédia dell'arte, qui est vraiment formidable dans ses mimiques, dans sa dynamique, et qui est bien entouré pour des répliques. Le gendarme se marie avec, comment dire, l'examen, l'erreur de l'examen, voilà, la tête de Galabru, quand on lui dit il apprend que c'est lui qui a réussi l'examen et qui va devoir se venger sur De Funès, mais c'est magnifique, la grimace comme ça, mais quel acteur peut faire ça encore aujourd'hui? Bref, bon, je crois il y a quelque chose qu'on pourra jamais retrouver a priori. Toi qui es économiste, De Funès, c'est la valeur refuge. C'est comme l'heure, en fait, ça ne bouge pas, quoi. C'est toujours là. C'est une valeur qui fédère, voilà, qui rassure tout le monde. De Funès, c'est la famille qui se réunit. On est tous confinés ensemble. Bon, toi, t'es en famille, moi, je suis en couple, mais on regarde des De Funès ensemble parce que ça nous soulage, ça nous nettoie et ça fait du bien. Et surtout, finalement, ça vieillit pas tant que ça, à part un peu les voitures, mais ça nous fait plus rire hein, et on rentre plus dans la nostalgie que dans le c'est dépassé en fait. Et puis, c'est aussi une époque, le film et l'époque sont celles de la naïveté, de l'innocence. On n'a pas l'impression que le film court après le profit, le bénéfice à tout prix, comme on peut le voir maintenant avec les Disney qui sont calibrés, où c'est devenu une industrie quasiment avec des algorithmes pour essayer de calculer vraiment le film idéal qui plaira au plus grand nombre. Et on n'a pas le sentiment qu'il y avait ça, parce qu'il y a des erreurs un petit peu, on va dire, des lenteurs, des défauts dans les films qui sont loin d'être parfaits, mais qui restent quand même, on va dire, un film à regarder en plus en famille. Donc tu vois, on a la nostalgie, on a la qualité des acteurs, on a cette naïveté, cette innocence, et puis ce genre de film qu'on regarde en famille, ce qui n'est pas forcément le cas des séries, on en reparlera, qu'on regarde pas forcément en famille. Oui, la série a un rapport beaucoup plus intime et personnel, entre guillemets. Qui a pas. Et en plus, la comédie, c'est vrai que la comédie, c'est toujours plus drôle quand tu vois un film drôle entouré de personnes, tu rigoles encore plus. Et alors en salle, j'en parle même pas. Par exemple, voilà, ils ont diffusé l'autre jour Inspecteur la bavure. J'ai vu Banzai au Pâté Bellecour au Festival Lumière. Je l'ai vu mais 35 fois Banzai et entouré d'une salle mais vraiment pleine et là, et ben tu te marres encore plus quoi. Il y a une sorte d'effet boule de neige qui fait que ça marche ben voilà, à tous les coups quoi. Le rire est contagieux au même titre qu'un virus. Oui, bien sûr, oui. Et vivement d'ailleurs qu'on fasse des jolis films là-dessus. Genre une comédie avec Christian Clavier et Franck Dubosc, Confinement, tu vois, ou avec Michel Larocque, où ils sont obligés une sorte de colloque de vieux, et ils sont obligés de cohabiter ensemble à cause du coronavirus. Ils vont nous le faire, je pense, les On a déjà comédies. vu l'adapte à Meuf, hein, si on veut, mais
Toi, Ça, c'est encore autre chose. tu te laisses trop appâter par les prix de Nose. Mais oui, ça pourrait donner une idée de scénario. Tous confinés et ça deviendrait invivable. Mais il nous faudrait Balasco, clavier, il nous faudrait aussi. Et ils nous font les bronzés 4 hein, à l'EHPAD. Hein. Et là, ils meurent tous du coronavirus. Ah non, on les fait pas mourir, hein. Mais mais Si. les bronzer à l'EHPAD, ce serait rigolo, hein. Mais Euh, ont-ils envie de retourner, de tourner à nouveau ensemble? C'est loin d'être sûr. Est-ce que les gens veulent les voir aussi de nouveau après les bronzés 3? Là aussi, c'est loin d'être sûr. Hein. C'est pas faux. Mais parce qu'ils auraient pas dû faire les bronzés, ils auraient dû faire quelque chose de totalement différent, comme Papy fait de la résistance. C'est un film sur un sujet totalement. Bien sûr, je suis complètement d'accord. En fait, pourquoi vouloir faire une suite enfin, souvent les suites sont une catastrophe, hein. On parlait Canal+, parce qu'ils rediffusent tous les films sortis au cinéma il y a quelques mois. Ils ont diffusé donc Canal+, Tanguy, le retour. Que Bertrand nous a chroniqué la dernière fois. Il fallait oser quand même, genre, quand Télé Loisirs, mais une étoile sur cinq, voilà, et je pense que je ne veux même pas savoir la critique de Télérama. Neuilly sa mère, le retour, pareil, deux, il fallait quand même oser le faire. Forcément, bah, c'est pathétique. Enfin, À il- la 2. et à la 2 voilà, déjà que le Aladdin était en dessous du médiocre, eh bien, on a encore, voilà, à la 2. Donc, déjà des films qui, certains n'auraient pas dû être faits, faire le 2 c'est encore plus scandaleux. Alors, je vais prendre la main, tiens, je l'avais conseillé à nos auditeurs sur notre page Facebook, je comptais pas l'évoquer, j'ai une liste de films voilà, que j'ai préparé un peu pour ce Skype. C'est mes meilleurs copains, justement, de Jean-Marie Poiret, que j'ai vu en début de confinement. Tu l'as vu celui-là? Alors, mes meilleurs copains, il faut que je le note alors. Ah bah, bien. Et pour moi, c'est le meilleur de Jean-Marie Poiret. C'est peut-être le meilleur film de Christian Clavier aussi. L'histoire, elle est toute bête. Voilà. C'est une bande de 5 potes. Donc, il y a Clavier, Lanvin, Daroussin, Bacri et Philippe Corsan qui se revoient à l'occasion d'un concert d'une vieille copine. Voilà, ils étaient tous amoureux d'elle des années auparavant. Et le film voilà, va se concentrer sur cette bande de potes qui essaie de bien se faire voir de cette gonzesse qui est devenue une chanteuse à succès au Canada. Et comment en fait tout ça va faire ressurgir tu vois, les vieilles tensions du passé. Alors c'est un film qui passe par beaucoup d'étapes, par beaucoup d'époques. Et je pense que toi, ça va te faire rire dans la mesure où voir Christian Clavier en maoïste en 1968, ça n'a vraiment pas de prix. Tu vois voilà l'enfance, tu vois le côté rebelle, tu vois leur groupe de rock qui est vraiment très drôle, qui s'appelle Gangrène Plastique avec toute la bande. Et ce qui est super, c'est qu'ils sont tous super bien caractérisés. Donc, Clavier, le petit excité. Chris, c'est l'homosexuel publicitaire années 80, tu vois. Lanvin, c'est le séducteur qui arrête pas de tromper sa femme. Daroussin, c'est le mec vraiment très tranquille, tu vois. Il n'arrête pas de parler comme ça. Je vais me faire un super café, quoi. Le mec un peu lunaire. Et Corsan, c'est le créatif paranoïaque. Et ça marche vraiment du tonnerre de Dieu. Le film il dure quasiment 2 heures. On dirait que ça passe mais vraiment en une demi-heure. Et le truc, c'est que tu sens que toutes les vannes autour de l'amitié, on est amis, toi et moi, on sent que c'est du vécu, quoi. Et tu as l'impression de faire partie de leur bande et d'être le sixième larron, quoi. Et de vivre voilà, leurs souvenirs. Et finalement, c'est un film qui est très humain, puisqu'il montre ce côté voilà, nostalgique, mélancolique, mais en même temps qui se fait pas d'illusions voilà, sur un peu la bassesse qu'on peut se faire des fois entre copains, un peu la jalousie, les tensions, etc. Et c'est un film qui est drôle, qui est émouvant, qui est très bien réalisé. Parce que Poiret, il faut le dire, c'est pas un bon réalisateur. Mais dans celui-là, il y a une sorte de miracle qui se passe, je sais pas, entre les musiques de Joe Cocker, etc. C'est un film, moi, que j'adore et que ben, je recommande aux auditeurs et à toi, parce que franchement, tu verras, c'est une pépite. C'est un film culte, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'est pas très connu, mais ceux qui le connaissent le vénèrent. Et il va sortir en Blu-ray, là, ils vont le restaurer. Là, ben, il va sortir au printemps, donc je pense que ça va être retardé à cause de ce qui se passe. Mais je pense que je vais l'acheter, tu vois, parce que je l'ai vu là, et rien que d'en parler, j'ai envie de le revoir, quoi.
Voilà, je te le conseille vivement, c'est mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret avec voilà, Et et j'ai l'enfant, tout ça. j'ai noté mes meilleurs copains, donc Jean-Marie Poiret. Euh, Tu pourras quand tu te feras arrêter par la police, tu pourras dire mais quel est votre motif? Eh ben je suis allé acheter mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret. oui, mais je suis C'est pas magique. gendarmerie. De Je suis pas quoi? sûr que la maréchaussée soit d'accord avec ça. Mais bon. Non mais comme quoi on n'est pas mauvais quand même entre toi et moi, puisque on a parlé de Funès, Splendide, qui devaient tourner ensemble, tu vois. Tout est lié, quoi. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai, quand tu me dis les comédies du moment, je pensais, donc tu me dis Daroussin, je pense au film qu'il a fait avec Gérard Lanvin sur la banque. Je sais plus Oui, sur il est pas mal. l'argent, je sais plus comment il s'appelle exactement. C'est Erreur de la banque en votre dans notre faveur. saveur, voilà, qui est amusant. Et puis de Lanvin, je pense au Boulet, Oui, avec Boulevard. et qui serait à rediffuser parce que c'est vraiment très, très, très drôle avec Paul Vord. Et puis là, on glisse vers bah, Dîner de con et tous ces films où on a un boulet dans le film, en fait. C'est un peu l'histoire que j'ai avec toi, quoi. T'es un peu mon boulet, Voilà, tu vois. exactement. Voilà, seulement que moi, j'en ai conscience. Voilà, c'est là la différence. Mais qui est le con de l'autre, ça reste à définir. Ça, c'est à se demander. Mais il reste encore pas mal de comédies à diffuser. Bon, France 4 diffuse les James Bond avec Moore, donc c'est bien. On peut se les revoir. Et puis la TF1 va se relancer dans la diffusion de la 7e compagnie. Donc Et déjà, j'ai vu Harry Potter aussi. Hmm. Harry Potter aussi, j'ai vu la saga Harry Potter. Ah, c'est possible, c'est possible. Bon, qu'est-ce que t'as vu d'autre alors? Alors, en dehors des comédies, Un coup de baguette magique. ouais, non, mais laisse la petite fée tranquille. En dehors des. Non, parce que pendant que je parle, je compte tes DVD derrière toi, hein. Genre tous les Blu-ray, hein. Il y en a à peu près 600 là. J'ai perdu le fil. À peu près 600. Ça commence à faire, hein. Et donc. Ah non, j'ai cru que ça avait bugué. Non, 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 je ne bouge pas pour juste en fait pour t'emmerder. d'accord, d'accord. C'est le Sphinx, c'est Mitterrand. Ah, il a fait bien. Citation de Mitterrand. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors deux choses déjà. Je continue mon exploration des westerns parce qu'il y en a une quantité astronomique que je ne soupçonnais pas. On a plusieurs sociétés qui sont lancées ces dernières années dans la restauration des westerns. Alors, je crois qu'il y a une société qui s'appelle Sidonis, un truc comme ça. Et il y en a plusieurs voilà, qui les restaurent son et image. Et hier, eh bien, on a regardé Pancho Villa hein, avec une Briner et avec Bronson. Et c'était plutôt un bon film. Un bon film, il y a quand même quelques scènes assez spectaculaires. Je pense que c'est un film à voir. Voilà, Pancho Villa, il est pas d'ordu, le film doit être de 68 dans ces eaux-là. Mais voilà, totalement restauré avec un son qui est impeccable, limpide, une image qui est magnifique. On voit chaque grain de sable, chaque bouton de manchette. Ouais, je pense que ça vaut le coup de payer pour un western, un DVD, genre un Blu-ray, voilà, mais restauré quand on voit la qualité du travail image par image. Non, non, moi, non, j'achète pas de Blu-ray. Mhm. C'est en fait un filtre qu'on a mis exprès pour vous faire croire en fait que je regarde des choses. Ouais, c'est une photo qu'on a placée derrière, hein. Eh ben, ça tombe bien, je prends un peu la main. Moi aussi, j'ai vu un western. Bon, j'ai vu il y a quelque temps Les Sept Mercenaires, justement, avec Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen, toute la bande, bref, James Coburn et compagnie. Mais là, j'ai vu récemment José Wells hors la loi, donc Clint Eastwood, le deuxième western mis en scène par Clint Eastwood après L'Homme des Hautes Plaines. L'Homme des Hautes Plaines, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une sorte de western fantastique. Alors, comme je te le disais, j'ai offert pour son anniversaire en février à mon père un coffret Blu-ray Clint Eastwood à 40 Blu-ray, une bonne affaire. Et il y a bon, bah, la fameuse trilogie de Sergio Leone, mais il y a aussi, je crois, Les films qu'il a réalisés, oui. ceci, voilà. Il y en a 40 qui s'arrêtent. Bah, il manque les deux ou trois derniers, quoi. Mais il y en a un paquet quand même. Et là, c'est l'un de ses tout premiers films, en tout cas son deuxième western, écrit par Philip Kaufman, qui devait d'ailleurs réaliser le film. Il a été viré, voilà, les fameuses
mésententes, on va dire, les divergences artistiques, c'est le terme usuel à Hollywood. Il s'est fait virer parce que voilà, ils n'avaient pas la même optique du projet. Et Eastwood a repris ce film qui pourrait t'intéresser. C'est une histoire de vengeance. C'est posé en 5 minutes, ça va. C'est une rapidité, une modernité qui sont assez dingues. C'est un fermier, voilà, c'est Clint Eastwood, comment on pourrait dire, des renégats, des mercenaires qui travaillent en fait pour le camp nordiste, on est en pleine guerre de sécession, arrivent, tuent sa femme, on comprend aussi qu'il la viole, tuent son enfant, mettent le feu à sa ferme, à toutes ses récoltes. Il a tout perdu, donc il décide d'aider finalement les sudistes et être aussi un renégat, on pourrait dire, de l'autre côté. Et très vite, il va entre guillemets s'épanouir, voilà, entre guillemets, et il va se faire trahir par son camp, qui les vend littéralement en fait aux grands gagnants, donc au- à l'Union, on pourrait dire, voilà, aux États-Unis. Et donc ce clan sudiste se retrouve décimé. Et le seul en fait qui arrive à survivre au début du film, c'est Clint Eastwood. Et à partir de là, il part sur une longue quête de vengeance pour se venger des hommes qui l'ont trahi finalement. Et il va retrouver comme ça, petit à petit, un peu plus d'humanité à la rencontre de plein de personnages atypiques. Il y a notamment un vieil indien, par exemple, l'indien civilisé. Il va rencontrer aussi une autre indienne d'une autre tribu qui, elle, est beaucoup plus sauvage. Il va rencontrer une vieille femme dans une diligence. Il va rencontrer des Mexicains, etc. Et comment il va, entre guillemets, s'humaniser au fur et à mesure du récit en rencontrant ces différents. C'est des purs clichés du Far West, quand on est limite dans Lucky Luke, quoi. Des fois, en termes même de trogne ou d'allure, par exemple, l'Indien est habillé comme Abraham Lincoln. Et ce qui est bien, c'est qu'on dirait presque un film à sketch. C'est-à-dire qu'en fonction de l'archétype que tu préfères, eh ben, tu préfères tel ou tel passage du film. Bon, ça, c'est assez original. Et là où c'est plutôt fort de la part de Eastwood, qui a toujours été un électron libre, euh, sous couvert de raconter la guerre de sécession, en fait, il te parle de la guerre du Vietnam. On est en plein dedans à l'époque, au moment du tournage de ce film, et il te montre en fait comment cette guerre ne crée finalement que des perdants, quoi, et des hommes qui deviennent comme des, voilà, comme des animaux, quoi, des hommes littéralement perdus et qui se cherchent, et il te dit voilà, que cette guerre a créé voilà, des laissés pour compte, et c'est très malin d'avoir utilisé justement le code du western pour finalement critiquer une période morose de l'Amérique. Enfin, prendre une période morose pour critiquer une autre période morose de l'Amérique, quoi. Et ça, dès le début de sa carrière de metteur en scène, voilà, Clint Eastwood, c'est formidable, quoi. C'est sanguinolent, c'est drôle, c'est bourré de charme, c'est Clint Eastwood, quoi. Donc si tu l'as pas vu, celui-là, je te le recommande, je vous le recommande. Je vérifierai s'il est bien dans le coffret et je pense que ça sera l'occasion de le voir. Ce qui me fait penser que France 3 a diffusé il y a à peu près 15 jours, c'est un dimanche, un très bon western avec Christian Bale, si je dis pas de bêtises. 310 pour Yuma. Voilà, exactement, qui est vraiment magnifique et spectaculaire. On peut Euh, le voir sur Amazon aussi, après une vidéo. et c'est possible, c'est possible. Si vous l'avez raté, ouais, mais c'est voilà encore un magnifique film, un magnifique ouais, western avec des sacrées reconstitutions. Avec Russell Crowe et Christian Bell. Exactement. Et Russell Crowe. c'est un remake, et c'est réalisé par un metteur en scène qu'on aime beaucoup à Supergrass, c'est James Mangold. C'est lui qui avait réalisé là, le Mans 66 dernièrement, qu'on avait chroniqué à l'antenne, et qui avait fait Logan aussi. Le dernier bon film de super-héros qui est justement très l'homme des vallées perdues, c'est-à-dire l'homme des hautes plaines, tu vois. Voilà, les vieux westerns, etc. Et avec George Stevens et comment on pourrait dire. Et il a aussi fait Copland aussi, qui est un western déguisé avec Stallone, qui est un film policier en fait. Mais c'est un mec qui fait que des westerns Mangold, de près ou de loin, que ce soit des films de super-héros, des films de bagnole, c'est des westerns. Et c'est vrai que 3h10 pour Yuma, c'est marrant, j'ai fait le revoir tout à l'heure. Je l'ai vu là sur Amazon Prime, j'ai fait le regarder. Donc voilà, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, à le voir ou revoir 3h10 pour Yuma de James Mangold. Voilà, un western assez récent. C'est vrai qu'on en fait de moins en moins des westerns. Alors peut-être qu'on en fait moins, mais ils sont meilleurs, parce que c'est Ça vrai que revient à la mode hein, quand même, hein. dans les années 60, on en faisait à la peine. Quand on regarde mais la liste des westerns, genre, il y en a des centaines et des centaines, et j'en découvre chaque jour. Et ces sociétés qui les restaurent font la promotion dans la presse, etc. Et là, je n'ai pas, je peux pas aller le chercher,
j'avais une photo, j'en avais 5-6 qui venaient d'être restaurés, je connais même pas les titres, hein. Et je n'en ai jamais entendu parler. Voilà, il y en a tellement qu'on ignore. C'est toujours les mêmes, c'est les Sergio Leone qui passent à la télé, et c'est vrai que tous les autres, 99%, passent à la trappe, quoi, et c'est vraiment dommage. D'autant plus que Sergio Leone, c'était la caricature du genre, hein. C'était vraiment une parodie. Il poussait à l'extrême les potards, voilà, les clichés, les tropes du genre. Et on oublie, c'est vrai, il y a beaucoup de western classiques. Bon, moi j'adore, hein, voilà, l'autre jour, je l'ai posté sur la page Facebook de l'émission. J'ai revu voilà, L'homme qui tue à Liberty Valance de John Ford, mais ce cinéma classique-là, les Hawks, les Ford, etc. Avec le dernier aujourd'hui, maître étalon de ça, qui est peut-être Clint Eastwood. Et c'est vrai qu'on se rappelle plus des films italiens, en fait, des western spaghetti, voilà, les Leone, les Solima, les Corbucci. Et c'est dommage parce qu'il faut les revoir, les redécouvrir. Ils sont tombés un peu en désuétude. C'est comme le péplum. Voilà, c'est par vague, par tendance. Et aujourd'hui, on a un peu la même chose avec les films de super-héros, hein. Il n'y a que ça à l'heure actuelle et un jour, ça va disparaître aussi, hein. Oui, oui, parce on est arrivé, je sais pas si Disney en a conscience. Après, c'était une sorte de vache à lait de ces super-héros avec des suites, des mélanges, mais les consommateurs, parce que c'est même plus des cinéphiles, c'est même plus des spectateurs, c'est des consommateurs, vont peut-être arriver à saturation. Ça va peut-être leur donner la gerbe, mais ça serait quand même pas mal parce que Captain America et compagnie, on a genre, un peu marre déjà, un peu, on se Ah, lasse. nous, on est d'accord, mais bon, les gens, ça continue, hein. T'as vu le succès de Disney+, là, qui a été lancé cette semaine? J'ai entendu, oui, et vu que ça a été lancé avec un petit peu de retard, mais oui, ça devrait bien marcher. L'offre est intéressante, elle est moins chère que Netflix. Elle se retrouve au même prix que Amazon Prime, à peu près, donc il y a une chance. Il est vrai que maintenant, celui qui s'abonne, donc il y a Amazon Prime, Netflix, Disney+, et Apple. Pour une vingtaine d'euros, il a un catalogue qui est monumental. Alors reste à savoir quels sont les doublons, c'est-à-dire les choses qu'on retrouve dans tous les catalogues, dans deux catalogues, mais il est vrai que ça donne une offre qui est pléthorique. Euh, et enfin, finalement, les quatre supports pour moins cher que Canal+, hein. D'accord? Ce qui Mais est pas Canal a une offre avec aussi OCS, etc., et donc Disney+, voilà, où tu peux coupler pour 20 euros, t'as absolument tout, quoi. voilà, et c'est vrai que c'est monumental, mais est-ce qu'on ne va pas arriver à une saturation de trop de sorties? Chaque semaine, Amazon sort ses propres séries, Netflix les siennes. Au moment où on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à sélectionner. Et est-ce qu'on est bien aidé dans nos sélections? Parce que les magazines spécialisés comme genre Première et compagnie, hein, on peut même parler peut-être des cahiers du cinéma qui ont été rachetés, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Ils font pas, il y a très peu de pages et il n'y a pas un gros effort pour nous sélectionner les séries, hein, alors qu'il devrait y avoir des sites spécialisés maintenant dans la sélection des séries. On les a vus pour vous, est-ce que ça vaut le coup de vous faire chier à voir les 10 épisodes de la saison 1 de machin truc? Parce que Quand même des magazines spéciaux, par exemple, je sais pas, là, il y a la Septième Obsession, qui est une revue de cinéma enfin, ce mois-ci, ont sorti un énorme dossier justement sur quelle série voir à l'heure actuelle, justement sur les plateformes et les grandes chaînes type HBO et compagnie. Tu as aussi des festivals de séries. Bon, là, avec le coronavirus, tous ont été décalés, mais il y a quand même voilà, des gens qui essayent de défricher tout ça. Il y a beaucoup de conférences, maintenant d'analyses sur les séries télé. Moi-même, j'ai fait mon mémoire sur, voilà, sur une série télé. Donc, non, non, les séries télé sont. Là, j'y pense aussi. Il y a une nouvelle émission sur Canal Plus maintenant. Il y a Le Cercle Série, la même émission que Cinéma, mais adaptée aux divers voilà, séries télé. Non, non, il y a quand même du boulot là-dessus, hein. C'est des premiers trucs qui me viennent comme ça à l'esprit, mais il y a pas mal de trucs autour des séries, ou du moins au niveau analyse, quoi, ou défrichage. hmm, ok, ok, ouais, je sais pas, peut-être, oui. Alors, t'es sur quelle série en ce moment? Parce que j'imagine que tu en as regardé plusieurs. Bah, j'ai pas regardé grand-chose, je suis très film. Par contre, j'ai vu une série documentaire, là, puisque tu parles de Netflix sur Netflix, celle dont tout le monde parle à l'heure actuelle, c'est Tiger King, au Royaume des Fauves. T'as entendu parler de ça? Ça me dit rien du tout, hein. C'est une série qui a un gros buzz à l'heure actuelle. C'est une série qui fait parler d'elle à cause de sa folie, entre guillemets.
tu suis en fait comment expliquer? Tu pars en fait, le postulat de départ de ce documentaire, cette série documentaire, tu suis un propriétaire de zoo privé aux États-Unis qui s'appelle Joe Exotic. Cet homme-là est un personnage, on va dire, de cartoon, dans la mesure où c'est un redneck, il a un mulet, il est bourré de piercing, de tatouages, il est ouvertement homosexuel, fan d'armes à feu, présentateur d'émissions de télé-réalité, chanteur, donc patron de zoo. Enfin, tu peux même pas imaginer, le gars, on dirait Cletus des Simpsons, quoi. C'est vraiment le redneck américain. Et le documentaire, au début, se concentre sur sa persona over the top et comment on gère un zoo privé contenant 250 tigres voilà, en captivité. Et très vite, ça part sur une voie plus true crime, tu sais, plus complètement américain, tu sais, le fait divers de la semaine, où comment cet homme, en fait, va littéralement partir en guerre. Elle s'appelle Carole Baskin, si je dis pas de bêtises, dans le documentaire. Une femme qui veut protéger ses félins, les rendre entre guillemets dans leur état naturel, et il va partir en guerre contre elle jusqu'au point de vouloir l'éliminer en engageant un tueur à gage. Donc tu suis ce fait divers et donc tu suis une bande de tarés, ils sont tous tarés en fait, à commencer donc par Joe Exotic, mais même cette défense, comment on peut dire, cette défentrice, comme on dit, je sais même plus parler le français moi. Défenseuse. Voilà, des tigres. Tu apprends très vite qu'il y a des suspicions comme quoi elle aurait tué son mari, qui est millionnaire. Tu suis un autre propriétaire de zoo qui, lui, a littéralement une secte, un harem, on pourrait dire, de femmes, ou comment il arrive à les manipuler mentalement. Il y en a un autre, c'est un ancien trafiquant de drogue qui a inspiré le personnage de Tony Montana dans Scarface. Et t'as rien pour finalement t'accrocher en tant qu'humain un minimum sensé à ces gens-là qui sont des tarés. Et donc tu les suis. Tout le monde dit c'est une série complètement fou. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est les persos qui sont assez fous, mais la série en tant que telle est assez gentille. Elle est vraiment trop longue. Elle dure 7 épisodes. Tu dis en 4 épisodes, j'aurais compris là où ils voulaient en venir. Bon, dès le premier, tu te dis ok, ils sont over the top, ils sont ridicules, ils sont complètement cons. J'ai oublié de le dire, mais le gars se présente quand même à la présidentielle et après au poste de gouverneur de l'Oklahoma quand même. Donc tu vois un peu le niveau du mec, quoi. Et en soi, voilà, ça tourne assez vite en rond. C'est assez dommage parce que s'ils auraient vraiment suivi juste ce mec, c'était déjà assez énorme en termes de dramaturgie, ils auraient pu faire un vrai portrait, tu vois, de l'Amérique aujourd'hui, complètement conservatrice, outrée dans le divertissement, constamment filmé, constamment autour de la communication. Faire un truc, elle a vraiment, je pense qu'ils auraient pu épouser son style en faisant un truc complètement télé-réalité, un truc un peu tu vois, les anges de la télé-réalité, ça aurait été encore plus ridicule, encore plus frappant que ce côté un peu voilà true crime qui est sans surprise et dont on se fout littéralement quoi. Mais bon voilà, la série elle fait parler parce que les personnages on les dirait tout droit sortis d'un film des frères Cohen quoi. Donc si tu t'intéresses aux faits divers, je peux te recommander ça, hein. Tiger King, au Royaume des Je Fauves. rappelle que moi, je n'ai pas Netflix, donc c'est vrai que je sélectionne un peu différemment mes séries. Mais tout le monde parle de ça, et tout le monde parle que de ça, et d'un film turc que j'ai pas encore vu sur Netflix. Tout le monde parle que de ce truc, un mélodrame avec un père handicapé mental qui essaie de retrouver la garde de sa fille. Alors certains disent que c'est à crever de rire tellement que c'est nul, et d'autres te disent ah ben on en pleure mais des torrents quoi, des torrents de larmes. Alors il va falloir que je le regarde là. C'est imprononçable le titre, hein. Je pourrais pas te le dire, c'est imprononçable. Et toi, t'as vu des trucs alors? T'as vu Alors, des... alors, en ce moment, on est sur la série, on voit la saison 1, c'est une découverte, hein, parce il y avait une bonne critique, c'est la série Succession. Alors, laisse Succession? ta fait tranquille, c'est la série Succession. Ah, dis-moi pas trop parce que je l'ai mis sur ma liste OCS. Et voilà. Alors, Pas mais je ne sais pas sur quelle plateforme on peut la retrouver, moi je l'ai en DVD. sur Euh, OCS. Sur OCS, elle y est. Alors, elle est sur OCS et c'est une magnifique surprise. Le premier épisode, il faut un petit peu de temps. Voilà, c'est toujours pareil, les séries, il faut au moins un épisode ou deux pour accrocher la série, se familiariser avec les personnages, un nouvel environnement. Donc là, on est à New York. On est, Raconte l'histoire, oui. alors juste, pas, je raconte pas l'histoire, mais simplement la thématique. On est dans une entreprise, une multinationale des télécommunications et des médias
et des parcs d'attractions. Ça fait penser un peu à Disney, Disney ou Warner. Et Rupert Murdoch, en fait, non? voilà, et Rupert Murdoch, voilà, Murdoch et Disney réunis. Cette série, avec le patriarche qui est joué par Brian Cox, qui est impressionnant, Un impressionnant. super acteur. Voilà, qui joue une sorte de Picsou, mélange entre Murdoch et Picsou, qui est mais acariâtre et insupportable et méprisant vers tout le monde, mais qui a peut-être un bon fond, on n'arrive pas à le savoir. Ah, bon, bref. Bon, il a une santé qui est déclinante et il se retrouve avec une famille, notamment son fils aîné, qui voudrait prendre sa succession, mais pour le bien de l'entreprise. Et le problème, c'est que eh bien, c'est compliqué. Voilà. Donc là, on est dans les histoires de famille, on est dans les histoires d'argent, de pouvoir, et tout ça est entremêlé, et d'amour aussi, et tout est entremêlé, de sorte que j'en suis qu'à l'épisode 6, à la fin de l'épisode 6, et je ne sais pas du tout dans quelle direction ça peut aller. Euh, mais c'est très très bien filmé, c'est très très bien fait, c'est HBO qui l'a fait. Et on a des acteurs qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Et on se prend vraiment au jeu de savoir mais, qui va prendre les rênes de l'entreprise, pourquoi, comment, quel sera le prochain coup bas ou la prochaine stratégie. Il y a des retournements de situation. Bref, voilà. Ouais, C'est ça fait une sorte de Game of Thrones un peu, ou le Roi Lear à la sauce. Après, je ne sais pas mais quelle comparaison on peut faire. Je n'ai pas de comparaison qui me viennent en tête. La question, c'est, alors je ne sais plus combien il y a de saisons. Quand en DVD, on n'a trouvé qu'une seule, il n'y en avait peut-être que 2 saisons. Enfin voilà, on a Brian Cox qui est extraordinaire. Brian Cox, vous pouvez retrouver dans une courte mini-série de la BBC qui s'appelle The Game, que je t'avais offert, qui est sur tout ce qui est Honte à moi, je ne l'ai pas encore vu. là, si tu ne sais pas quoi faire, il faut le voir, ne serait-ce que le générique est magnifique. Mais je crois qu'il y a 6 épisodes à peine, hein, ça va très vite. Parce qu'on est sur les séries, The Game, quand on voit The Game, on se dit que le Bureau des légendes, et je vais me faire des amis, hein, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus, bon, à côté c'est de la merde le Bureau des légendes. On s'emmerde, il se passe rien. Voilà, The Game, BBC, c'est le top du top, hein. Et là, il y a Brian Cox qui est le responsable des services secrets. En tout cas, Brian Cox et surtout Succession, c'est réalisé les premiers épisodes par Adam McKay, qui avait fait Vice, entre autres, et The Big Short. Eh ben, on Et retrouve l'esprit. on découvre Ferrell. Voilà, pour ce qui est Vice, maintenant que tu me dis, il est vrai qu'on retrouve un petit peu ce cadrage, cette ambiance, cette manière de filmer. Tu verras une réelle proximité, hein. Mais voilà, c'est une belle découverte et c'est une belle série à voir. Alors, c'est pas pour rigoler, mais c'est très prenant. En tout cas, ouais, elle a des super échos sur les internets et elle est dans ma wishlist, on va dire, OCS. Elle est dedans, là. C'est le prochain truc que j'ai regardé. Et J'ai vu ben, les extraits, ça m'a donné l'eau à la bouche. On dirait Dallas, mais en mode 2.0, quoi. en mode New York, médias, etc. Après, il y a une autre série, je sais pas, j'ai pas encore commandé, mais qui s'appelle, je vais le prononcer à la française, Billion. Plusieurs saisons aussi, à voir ce que ça donne. Je connais pas du tout. Elle est peut-être moins connue, hein. Ça me dit rien comme ça, du tout. Bah, voilà. Donc bon, après, voilà, il y a tellement de séries qu'on en perd son latin, mais comme je te disais, je crois que trop de séries vont finir par tuer les séries et il va être de plus en plus difficile de sélectionner finalement. Il va y avoir un petit côté darwinisme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais de sélection qui va être nécessaire. Et t'as vu des films sinon encore? Et les films, il est vrai qu'à part les comédies, quelques westerns, j'ai vu une petite comédie avec Nilsson, où c'était un truc à 2 balles, un conte pour enfants, où le Père Noël perdait la mémoire. Euh, C'est vraiment. Là, t'es vraiment. Là, t'es au bout du bout, quoi. Là, mais là, bon, c'était du mauvais Nilsson, mais puisqu'on est sur les comédies, il est dommage qu'en France, on ne passe que des comédies françaises et assez rares d'étrangères, parce qu'il y a un Nilsson, il y a quelques belles pépites qui seraient à diffuser aux Français, et c'est vrai qu'on peut les trouver que sur Internet ou en DVD, quoi. C'est la trilogie des Yatin Afrique et elles y sont à l'heure actuelle sur OCS, par exemple. Peut-être, ouais. Mais Les films voilà. OCS, ils sont. Mais voilà, y a-t-il un flic pour quoi? Pour sauver la reine? Voilà, Au Président et Hollywood, oui. voilà. Alors, ils sont assez inégalitaires. Je me souviens, dans le coffret que tu m'avais prêté, Inégal, pas inégalitaire. Oui, inégal, pardon, ils sont assez inégales. Ouais, ça, c'est l'économiste, hein. Et c'est vrai que,
Certains sont meilleurs que d'autres. Mais bon, Nilsson, c'est un. Non, ce qui est génial avec les As, donc les Zucker, Abraham Zucker, là, le trio bah, qui a inspiré les nuls, etc., c'est comment ils te décortiquent aussi tous les trucs et astuces, entre guillemets, surtout le premier, quoi, du film policier, et dire qu'il y a des mecs à l'époque qui prenaient ça au premier degré, quoi. Ils te disaient, non mais l'enquête policière, enfin, tu t'en fous, quoi, c'est juste des conneries sur conneries sur conneries, mais qui sont des fois quand même assez brillantes sur presque de la sémiologie, quoi. Je me rappelle de ce gars dans le premier où ils sont en champ contre champ, donc ils se tirent dessus en fait. Donc champ contre champ, tu as l'impression qu'ils sont à des dizaines de mètres l'un de l'autre. En fait, tu comprends qu'ils sont en fait juste, mais vraiment à côté, à 20 centimètres, en train de se tirer dessus, quoi. Gag. Et ça décortique quand même ce que c'est, quoi, champ contre champ, quoi, pour les gens. Donc oui, les As, c'est toujours un régal. Voilà, les airplanes, les Y a-t-il un flic, les top secrets, il faut recommander ça aux gens ils ont jamais vu ça. Ah bah tout à fait, tout à fait, hein. Alors, moi, j'ai vu plein de trucs. Je sais même pas par quoi je vais commencer. Tiens, écoute, je vais commencer par une nouveauté qu'on devait aller voir ensemble. Eh ben, je l'ai vu, suis mon regard. Je l'ai vu en Albanie, comme on dit. J'ai vu Lettre à Franco, donc Mientras dura la guerra, le dernier film de Alejandro Amenábar. C'est extraordinaire. Très, très grand Ah, film. je prends mon cahier, je vais le noter. Hop. Tu me dis Voilà. lettre à Ok. Franco. Il est bon élève encore, hein. Ah ouais, je prends mon cahier, mon stylo plume. Mon petit papa, aujourd'hui j'étais très sentier et j'aimerais avoir le dernier jouet à la mode. Ouais. Mais de l'argent me suffirait, hein. Et donc, lettre à Franco, 1936, juillet 36, les généraux mettent à mal la République espagnole, coup d'État, voilà, une junte, on pourrait dire, de généraux se met en place, et on suit comme ça à Salamanque le parcours d'un universitaire, un romancier, un poète, doyen de l'université, donc Miguel de Unamuno. Et, euh, et cet homme d'abord, qui est un intellectuel qui doute de tout, on va dire, qui est passé par beaucoup de phases politiques, d'abord par la monarchie, puis après par la République, etc., par le communisme, par le socialisme, comment au début du métrage, en fait, il se retrouve à soutenir le, 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 le- le pré-régime franquiste, on pourrait dire, et comment au fur et à mesure du film, en découvrant les exactions en fait de cette extrême droite, de ce mouvement fasciste, va prendre conscience de ce qu'est cette pensée, on pourrait dire, qui va déchirer l'Espagne et comment il va se poser en véritable opposant face au franquisme. Et c'est un film qui s'est fait, alors j'ai vu un peu les critiques, qui s'est fait éclater, il s'est fait mais littéralement étrier par la critique. Il est resté, on voulait le voir ensemble, il est resté une semaine à l'affiche, 2 semaines à l'affiche. On n'a pas pu le voir dans des cinémas, voilà, à Lyon, comme l'Astoria, le cinéma un peu des vieux, quoi. Et donc je l'ai vu. C'est extraordinaire de mise en scène déjà. La photo, elle est tombée par terre. Toujours un peu comme toi derrière, tu vois. Toujours, on pourrait dire des halos de lumière venant de dehors, telle une sorte de pensée divine qui toucherait un peu le personnage. Une photo presque kaminskienne. Donc Janusz Kaminski, le chef opérateur de Steven Spielberg. On est tu vois, dans un film très Lincoln, on pourrait dire. C'est la pensée en marche, on pourrait dire. C'est un film un petit peu lent peut-être alors. Parce que Lincoln, c'est un peu lent quand même. C'est tout dans les dialogues. Et parfois, les dialogues, ils sont un peu compliqués et brumeux. Faut rentrer dans la tête de Lincoln et dans ses pensées. Si je faisais ci, quelles en seraient les conséquences? C'est pas tout le monde qui peut accrocher à ce genre de film, hein. Faut pas l'oublier, hein. Eh Et ben, c'est c'est pas vrai moche et qu'on est un méchant. peu là-dedans. On est un peu là-dedans dans Lettre à Franco, c'est vrai. Il y a beaucoup de jargon, surtout du point de vue historique, de faits, etc. La guerre d'Espagne, comment les généraux ont pris le pouvoir, comment Franco après a pris le pouvoir sur les généraux, aidé par d'autres généraux comme le général Millán, par exemple, etc. Les stratégies militaires. En fait, c'est deux pensées qui sont en marche, entre guillemets, la pensée de Franco face à la pensée donc de cet intellectuel qui comprend en fait finalement ben, il n'a pas choisi le bon camp et comment il va très vite s'y opposer. Et il y a une séquence que j'ai trouvée admirable où en fait, dans le film, il est toujours accompagné d'un pasteur. On apprend d'ailleurs qu'il est franc-maçon après.
Et l'un de ses élèves, qui est socialiste, et à chaque fois, il n'arrête pas de s'opposer avec eux. On est presque, tu vois, dans Don Camillo, quoi. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler, quoi. Sur la politique, sur le devenir de l'Espagne, etc. Ils sont jamais d'accord sur rien. Et avec son élève, il s'engueule, il s'engueule, il s'engueule, il s'engueule, il s'engueule. Et tu vois le temps qui passe. C'est quoi, un paysage complètement espagnol, bordé de soleil, etc. Les plaines, tu vois. Et le jour n'arrête pas de passer et la caméra se recule progressivement dans les raccords dans l'axe. Et, euh, et tu comprends que c'est ça l'Espagne, en fait, et que c'est ça la démocratie, en fait. Le fondement même de la République, c'est finalement de s'engueuler sur des idéaux, et qu'on ait le droit de s'engueuler, quoi, de ne pas être d'accord sans qu'on te l'impose, en fait. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a des idées de mise en scène formidables, notamment sur le drapeau républicain, je ne vais pas tout dévoiler, des idées comme ça sur les couleurs, qui sont... En fait, tout est dit par l'image, en fait, et par le cadre, et par le choix de Amenabar, qui sont très discrets. Il faut vraiment il faut suivre, voilà, il faut vraiment capter l'image, il faut suivre ce qui se passe à l'intérieur du cadre pour comprendre en quoi ce film est vraiment admirable. C'est en fait un film qui te montre une tempête sous un crâne. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec qui se dit et si j'étais si j'ai pris le mauvais chemin, quoi. Et si c'était ben, voilà, des salopards en fait que je suis, et moi j'ai trouvé ça admirable. Alors au-delà d'un point de vue personnel, mon grand-père voilà était républicain, a fait la guerre civile, etc. C'est un film que j'ai trouvé formidable, et je le recommande vraiment à tout le monde quand vous pourrez le voir. Je trouve ça vraiment injuste qu'il s'est fait dégommer, quoi. Est-ce qu'il se rapproche, plutôt que de Lincoln, est-ce qu'il se rapprocherait pas plus du, comment dire, Je l'ai pas dit, vas-y, on va du voir. huis clos, genre entre Dussolier et Errel-Stroop, quand Errel-Stroop joue Il le y a de général ça. qui est le gouverneur de Paris et qui sait pas s'il doit faire sauter tout Paris, et quelle décision il doit prendre. Il est partagé entre sa fidélité au Führer, son honneur, et puis sa responsabilité pour le monde de demain, quoi, la trace qu'il va laisser dans la mémoire. Non, est-ce que c'est pas plutôt plus proche de ça? Il y a de ça, mais la différence entre diplomatie et lettre à Franco, c'est que diplomatie, c'est vraiment une pièce de théâtre à la base, donc tu es beaucoup sur le verbe et sur le pouvoir des mots. Là, c'est vraiment un film qui, je trouve, est extrêmement visuel, en fait. Mine de rien. Certes, ils parlent beaucoup, et ils sont dans les bureaux, tout ce que tu veux, mais tout est signifié par le travail de la mise en scène. Et le cheminement mental, toute proportion gardée du personnage, je pensais que tu allais me diriger vers là, parce que je l'avais laissé pour la fin. Moi, ça m'a rappelé la liste de Schindler, de Spielberg. Tu sais, Ah, comment tu suis un salopard, je l'avais pas mis à l'esprit, hein. tu vois ce que je veux dire, un personnage qui est un salopard, entre guillemets, qui veut faire de l'argent et qui progressivement prend conscience de ce qu'est le nazisme. Là, ça va pas aussi loin, mais c'est quand même un homme qui, il va payer les conséquences dans le film. Je vais pas tout dire, mais il va payer les conséquences de ses actes et comprendre en quoi il a tort. Et aussi, c'est cette question qui est formidable de la politique. Pourquoi cette vérité à ce moment-là et pas une autre? Tu vois ce que je veux dire? Il s'opposait à la monarchie à tel moment, là il devrait s'opposer, mais pourquoi il ne le fait pas? Tu vois? Parce qu'en fait, les codes ont changé, en fait. Les rapports à la famille, tout ce que tu veux aux autres a changé. Il y a aussi ça, le côté endoctrinement, parce que tu vois ce que je veux dire, parce qu'on peut t'enlever, en fait. Et lui, c'est littéralement son petit-fils et ses filles, en fait. C'est un homme qui a perdu aussi sa fille. On comprend progressivement son cheminement mental, et en ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est jamais manichéen, pardon. On est vraiment dans l'ambiguïté d'un homme. C'est ni un héros ni un salopard, mais c'est un homme qui pense et qui réfléchit, et qui va sur le bon chemin. Donc, moi, vraiment, c'est une petite claque. J'ai adoré. Ensuite, tu veux prendre la parole, Guillaume? Parce que je parle Non, beaucoup, non, moi. non, je te laisse parler, tu le fais si bien. Ah bah tiens, autre film que j'ai vu ce matin même, politique, on va dire, que je te conseille vivement. Tu peux le voir, c'est sur le replay de Arte. Donc tu peux le voir, c'est aussi sur YouTube. C'est The Intruder, un film de Roger Corman, qui date de 1962, plus ou moins inspiré voilà, de faits réels. C'est un... Alors, Roger Corman, il faut expliquer... Tu connais Roger Corman ou pas, toi? Pas du tout, hein. Roger Corman, c'est un grand producteur hollywoodien qui a découvert ni plus ni moins que Scorsese, Joe Dante, Coppola, James Cameron, il les a tous fait, George Lucas, il les a tous fait démarrer dans son écurie. En gros, l'idée était très simple, c'était de faire
des films avec des budgets réduits, très kiki, mais il donnait liberté totale à des jeunes artistes en disant voilà, vous avez, je sais pas, 5 10 000 $, vous ne devez pas dépasser d'un centime le budget, mais là-dedans, vous faites ce que vous voulez. Et donc, comme ça, il a pu découvrir tous les plus grands talents de ce qu'allait devenir après le nouvel Hollywood. Et lui a toujours été laissé à la marge, entre guillemets. Il n'a jamais pu atteindre le succès, entre guillemets, de ses aînés. Et Corman, il est aussi réalisateur. Il est toujours vivant, il a 95 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il va bien d'ailleurs. Il est encore en photo avec Coppola il y a 2 jours sur Twitter, là. Il est toujours ami avec cette bande. Euh, il a fait beaucoup d'adaptations littéraires, notamment de Edgar Allan Poe, La Chambre des Tortures, etc., par exemple. Et il s'est fait connaître beaucoup là-dessus. Et avec ce film, The Intruder, il a tenté quelque chose, en 62, de faire littéralement un film frontal, politique et sociétal, qui n'a pas marché. Ça a été un beat total, ce film. Il y a eu des bonnes critiques quand même. Mais voilà, le public n'a pas suivi et il a décidé finalement de retourner à un cinéma purement commercial. Et il n'a jamais fait d'autres films comme The Intruder. Alors, c'est un film, on est dans le sud des États-Unis, au moment de la ségrégation, et le gouverneur, l'État, en fait, décide de mettre un quota d'élèves noirs dans une petite ville. Il y a 10 élèves noirs qui doivent donc intégrer un lycée de blancs. Et là-dessus, il y a un homme qui débarque. Donc, c'est William Shatner, celui qui jouera donc, le capitaine Kirk dans Star Trek, qui était très jeune à l'époque, qui débarque dans cette ville et il dit voilà, bon, bah, je travaille pour un institut de sondage, je travaille pour une compagnie. Tu comprends très vite que c'est une sorte de mouvement en fait proche du Ku Klux Klan. Et qui dit voilà, vous en pensez quoi, vous il va voir les habitants, vous en pensez quoi, vous, théoriquement, qui êtes des élèves noirs dans un lycée blanc. Et donc on voit très bien que les gens, bah, c'est l'Amérique profonde, très raciste, etc. Et lui, on ne sait pas trop pour quelle raison, il va s'amuser à les pousser, parce que c'est un véritable tribun, à la haine raciale, en allant vraiment toujours plus loin pour bah, littéralement presque lyncher les Noirs en fait. Et on voit cet homme qui est très rusé, très malin, qui a des... Là pour le coup, on est dans le mot, encore une fois, comme en diplomatie, il arrive à les convaincre par la parole, à aller toujours plus loin toi, dans l'escalade, donc tu as le Ku Klux Klan qui débarque, etc. Et ce qui est très malin, je trouve, de la part de Roger Corman, déjà, c'est William Shatner, le choix de Shatner, qui, euh, qui est une sorte de playboy, qui est très beau, qui arrive à séduire les femmes, qui arrive à séduire les hommes par ce qu'il est, habillé de blanc, tout en blanc. On dirait un peu c'est presque un cliché aujourd'hui, le Colonel Sanders de KFC, tu vois ce que je veux dire, avec la petite cravate, etc. Propre sur lui, genre idéal. Comment il arrive à manipuler les gens déjà sur son apparence. Donc c'est un super choix de casting. Euh, Ensuite, la mise en scène, elle est super documentaire. On a vraiment l'impression d'être dans une petite ville. Alors c'est le cas, il a tourné à l'arrache, hein. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent, hein, Corman. C'est vraiment un homme du système D. Et il a filmé dans plusieurs villes du Missouri. C'était très très dur parce que les gens commençaient à comprendre en fait de quoi il voulait parler en fait, de la guerre des races, etc., de la ségrégation et prendre la défense des Noirs. Donc il s'est très vite fait virer de ces villes. Donc voilà, c'est très documentaire. On a l'impression de voir un reportage avec des choix comme ça de mise en scène, mais très malins, presque invisibles, qui te permettent de comprendre vraiment la pensée de cet homme. Et il a l'intelligence, je trouve quand même, de ne pas condamner le peuple. Je ne vais pas tout dévoiler, mais le peuple est plus intelligent en fait que ce que cet homme pense en fait d'eux, quoi. Les gens sont peut-être plus difficiles à manipuler que ça en a l'air. Et le côté voyeuriste veut que tu veux de la violence entre guillemets en tant que spectateur. Et quand même assez malin, dès que tu la veux la violence, bah tu ne l'auras pas. Ne cherche pas, ça ne te jouera pas sur ce terrain-là. Et c'est un film qui dure 1h19, qui est super rapide, qui est super concis. Ça va droit au but, ça fait mal. Et je pense que toi, tu vas beaucoup aimer, tu vois. C'est vraiment un grand film politique, une petite pépite là à découvrir, à redécouvrir sur le site d'Arte, hein, donc tu peux le voir, hein, c'est en libre d'accès. Ok, alors, puisqu'on est sur Arte, bah, tous les soirs, on va dire que je profite du replay d'Arte parce que la chaîne se met plein de choses disponibles gratuitement sur replay, notamment des documentaires. Et on peut dire que si on veut un petit peu varier les styles, hein, après les comédies, les séries,
Eh bien, c'est l'étoile de Moscou, hein, méfie-toi. Bref, C'est ça. c'est le Kremlin. Et voilà, on a plein de documentaires sur des thèmes voilà, variés, d'histoire, de sciences naturelles. Et donc, je me fais un peu plaisir aussi pour pas non plus devenir stupide. Mais il est vrai que maintenant, numériquement, on a, on va dire, l'embarras du choix. Et le plus dur n'est pas d'accéder à la culture, mais de peut-être la sélectionner. Et peut-être sélectionner la culture savante, enfin la culture qu'on doit avoir. Et ça, c'est pas facile. Je t'écoute, hein, oui, t'as raison. Et Notre voilà. génération doit faire le tri, alors qu'avant, la précédente devait chercher ad nauseam. Nous, on doit trier, c'est l'inverse. Ah oui, donc voilà, ça pose aussi la question voilà, ne va-t-on pas avoir la nausée tellement on a de supports, ou c'est même presque anxiogène tellement on a de choses et on commence une série, on s'arrête au bout de 2 épisodes parce que ça nous plaît pas, on clique, on change de série. Enfin, pour ceux qui ont Netflix, c'est un, comment dire, un nouveau monde, on va dire. On va dire que les choses changent, sans compter bien sûr l'abondance de notifications via les réseaux sociaux. Euh, notre temps devient compté, on va dire. Chaque minute devient un peu précieuse, on ne sait même plus trop comment la gérer. Mais du coup, t'as vu quoi alors pour profiter de... De quoi? De Arte, Arte? Oui. Alors, Arte, je regarde un peu des documentaires historiques et puis il y a comment dire, une série de documentaires faits par Triari, les films de la butte. C'est en 25 minutes, ça commence par une uchronie, c'est-à-dire le monde tel qu'il aurait pu être, d'accord? Et en fait, les choses ne sont pas passées comme ça parce qu'il y a un petit grain de sable et parce que l'histoire a pris tel cours à tel moment, telle année, parce que tel roi n'est pas mort en bataille, parce que au contraire tel empereur est mort alors qu'il n'aurait pas dû mourir. Enfin bref, par exemple, il y a un épisode sur la prise de Québec, hein, par les Anglais, mais peut-être que si, eh bien, Montcalm n'avait pas voulu, comment dire, n'aurait pas cherché la bataille contre les Anglais et pas perdu cette bataille, bah, peut-être que le Canada serait encore français, etc. Il y aurait peut-être une Amérique du Nord découpée en 3 morceaux, espagnol, anglais et français, et peut-être même que les États-Unis n'auraient jamais demandé leur indépendance. Bref, c'est des petits épisodes qui sont sous forme d'infographie, un petit peu, je sais pas comment on peut appeler ça, le style, en contre-plongée avec des ombres et lumières, il faudra que tu essayes de regarder sur le replay. C'est un style très particulier. Rappelle-nous le titre. Alors je saurais pas vraiment dire le titre exact. C'est des documentaires. Alors c'est un esprit documentaire. Bref, Je mais vais chercher pendant que tu parles, tiens. voilà, mais franchement c'est très 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 bien fait. Continue, continue, parce que je cherche là, hein. Alors En tout cas, si tu veux, moi je peux prendre la... Ah oui, le dernier atlas, etc., une uchronie française, c'est quoi? History Creed? Point de repère? voilà, c'est Point de repère, Point de exactement. repère. Merci. Ah, il est vif d'esprit, hein. Point de repère. Alors s'il y en a qui aiment l'histoire et qui ont envie de d'avoir un sujet traité de manière intelligente avec ça aurait pu être autrement ou c'est comme ça parce que eh bien, le, l'histoire, voilà, a Oui, pris je son vois ça, il chemin y a et l'homme pas sur l'autre. la Lune, Tchernobyl, il y a plein de sujets, hein. Voilà, il y a plein de sujets. Il y a la ruée vers l'or, il y a le Capone, il y a la peste, il y a, il y a, je crois aussi il y a les Lumières, et puis le dernier que j'ai vu, je sais plus, peut-être Louis XVI. Bref, Oui, euh, tout le monde peut trouver son compte finalement, quoi. voilà, tout le monde peut trouver son compte et c'est très 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 bien fait. C'est un style très particulier de mise en scène. Bah tiens, bah, je continue sur Arte aussi, j'ai vu un documentaire que tu peux trouver aussi pareil sur leur replay, ou sur YouTube, je crois il passe à partir du 12 avril, mais il est déjà disponible sur leur site de streaming. C'est Kubrick par Kubrick. Je vais aller très vite dessus, hein, voilà, tout est dit dans le titre. Stanley Kubrick, peut-être plus grand metteur en scène de tous les temps, homme très mystérieux. On sait qu'il était, voilà, il était américain, puis après il est parti vivre en Angleterre. Il est parti vivre dans la campagne londonienne, très dur à l'approcher, pas beaucoup de critiques trouvées grâce à ses yeux ou de journalistes. L'un des seuls qui a pu vraiment l'approcher, c'était Michel Simon,
qui n'était pas encore chez Hanouna pour parler de l'affaire Polanski comme il y a un mois et demi. Et Michel Simon a fait l'une des plus grandes bibles de l'histoire du cinéma, qui est donc Kubrick, un livre d'entretien avec le metteur en scène. Donc ce documentaire réalisé par Grégory Monroe, je sais pas comment on prononce, qui avait fait plusieurs docs sur Jerry Lewis ou sur Pierre Richard, en fait, suit la voix de Kubrick, en fait, suit la voix de ses entretiens avec Michel Simon. Donc on entend Kubrick, c'est rare parce que Kubrick donnait rarement d'interviews, et il retrace sa carrière, ça dure 1 heure à peu près, par thématique, on pourrait dire, voilà, la libido, le chaos, la folie, la guerre, enfin tous les grands thèmes kubrickiens, la société qui enclave, qui rend fou, enfin, comment on pourrait dire, la technologie, l'isolation, enfin tout ça, quoi. Et c'est passionnant, quoi, quand t'aimes Stanley Kubrick, encore plus quand tu l'entends lui parler, ce qui est assez rare. Donc voilà, si vous voulez connaître un peu plus les travaux de Kubrick, et ben voilà, regardez ce petit documentaire, ou pour ceux qui veulent découvrir son cinéma, ça permettra aussi une bonne entrée en matière, quoi, pour découvrir après Orange Mécanique, Barry Lyndon, Full Metal Jacket, Shining, Ace Wide Shut, etc., etc. En plus, c'est très court la carrière de Kubrick, car c'est que 13 films, donc vous pouvez vraiment tous les faire, ils sont facilement accessibles. Alors, Guillaume, d'autres? juste, je regarde là on va faire de pub sur Amazon, mais sur la série Billion que j'évoquais tout à l'heure. Donc, très très bonne critique et l'histoire, donc je la lis, hein, dans le monde de la finance, Chuck Rhodes, un procureur fédéral de New York, affronte certains des plus riches gestionnaires de fonds d'investissement des États-Unis. Dans sa ligne de mire, l'ambitieux et brillant Bobby Axelrod, dont la puissance ne cesse de croître. Les deux hommes rivalisent d'ingéniosité pour manœuvrer au mieux au grand dam de l'autre. Donc on est voilà, dans une série qui m'a l'air sur la finance, qui m'a l'air pas mal. Vivement qu'on passe des séries sur le coronavirus, je te dis, puisque ça Alors suit. non, ça, il n'en faut pas. Les acteurs, c'est Paul Giamatti et Damian Lewis. Ah oui, Paul Giamatti, quand même, mais ça va. Oui. Damien Donc, Lewis aussi, qui faisait la série aussi, oui, oui. Bien sûr, Homeland, tout ça, là. mm, mm. Il y a 3 saisons en tout cas disponibles pour ce qui est en DVD ou Blu-ray. Est-ce que tu as d'autres encore petits films à chroniquer ou autre chose? Parce que j'en ai plein, moi. Là, je n'ai plus rien qui me revient en tête. Eh ben, je vais en faire quelques-uns en rafale, si tu veux, te conseiller des trucs. Très vite. Euh, j'ai revu Spaceballs, la folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Voilà. Que dire, à part que c'est hilarant, on parlait tout à l'heure des As. Mel Brooks, c'est pareil. J'ai revu les producteurs aussi dernièrement. Si vous allez pas bien, on parlait de Funès, vous pouvez regarder Mel Brooks. Ça vous fera du bien. Il est toujours là, hein. D'ailleurs, il a fait des très bonnes vidéos d'ailleurs avec son fils pour le coronavirus, parce qu'il a 95 ou 96 ans, Mel Brooks. Et il est d'ailleurs une vide comme ça là sur Twitter, et t'as son fils qui est juste derrière, il fait n'entre pas, tu vas quand même pas tuer une légende de la comédie, quoi. Enfin, c'est très très drôle, et donc je vous recommande, voilà, cette parodie de Star Wars qui est toujours mieux réalisée quand même que les derniers Star Wars, avec voilà John Candy, Rick Moranis, euh, Bill Pullman, enfin un casting vraiment super drôle, avec des blagues vraiment géniales où en fait ils voient le film dans le film à l'intérieur du film. Si vous avez vu le film, vous comprendrez. Et voilà, c'est très très drôle. Parle de Star Wars, est-ce que tu as regardé ce qu'a diffusé C17 là Mais oui, mais je l'ai chroniqué dans la précédente émission. Ah, pardon. J'ai vu Pardon. l'intégralité de la série, mais moi je l'ai vu ailleurs. Ah, Hein. J'ai tout vu. Mais c'est pas mal, hein. Le Mandalorian, c'est pas mal. C'est une bonne surprise. Ensuite, j'ai vu une petite comédie qui pourrait te plaire aussi, qui s'appelle La Castagne, 1977, réalisée par George Roy Hill, metteur en scène d'un film que tu as vu il n'y a pas longtemps, qui était Butch Cassidy et le Kid, mhm. qui a fait après Abattoir 5 et L'Arnaque, donc avec Robert Redford et Paul Newman, donc dans le cadre de Butch Cassidy et L'Arnaque. Et là, il retrouve Paul Newman dans un film de hockey que je n'avais jamais vu, qui est vraiment très drôle et très social aussi. Ça peut t'intéresser, où c'est une petite équipe de hockey complètement nulle, au fin fond d'un bled des États-Unis, où il n'y a que des ouvriers. Et la principale usine, en fait, finance cette équipe de hockey. Sauf qu'ils sont tellement nuls
que ça plombe en fait les comptes carrément de l'usine qui va fermer. Et donc cette équipe va aussi disparaître. Et Paul Newman, qui est l'entraîneur de cette équipe et aussi l'un des joueurs, se dit il faut que je trouve un truc pour espérer trouver peut-être des nouveaux sponsors ou je ne sais quoi. Et l'idée qui lui vient en fait à travers l'arrivée de nouveaux joueurs, c'est d'être l'équipe la plus sanguinaire possible en fait et de mettre que des pains, de se frapper la gueule et plus du tout de jouer au hockey quoi. Et donc c'est vraiment drôle, ça passe vraiment comme une lettre à la poste, et il y a ce petit côté, encore une fois, sociétal, tu vois ce que je veux dire, un peu à la The Full Monty, voilà, un petit arrière-goût quand même de crise, on pourrait dire, qui donne de l'épaisseur à ce pur film de sport, hein, qui est assez classique, un peu à la Rocky, on est un peu dans la même période de Rocky, hein, on est en 77, et qui va suivre voilà, la montée, on pourrait dire, d'une équipe qui va se trouver, et c'est bourré de trognes, enfin, il y a des Canadiens qui parlent québécois dans le film, comme ça, en version originale. Donc c'est plutôt marrant, et c'est une petite pépite que je n'avais pas encore vue, donc Slapshot en anglais, La Castagne, réalisé par George Roy Hill. J'ai vu aussi Vivre dans la peur de Akira Kurosawa, donc pour les 100 ans de Toshiro Mifune, le week-end dernier, donc grand acteur nippon. C'est pas l'un de leurs plus connus puisqu'il est bloqué celui-là. En fait, Vivre dans la peur, il a été tourné en 55 si je dis pas de bêtises. Johan Anzulik, si tu m'écoutes, tu pourras m'insulter copieusement sur la description en commentaire de cette vidéo. Donc 55 fait entre Les 7 samouraïs et Le Château de l'Araignée. Donc voilà, vraiment des films de samouraïs très connus, archi connus. Et donc celui-là est une sorte de petite chronique quasiment sans fioriture, quasiment voilà, documentaire. On suit un homme donc joué par Toshiro Mifune, qui avait 35 ans à l'époque, et qui dans le film jouait un vieillard de 75 ans, et ça marche, à travers des tout petits maquillages et des éclairages. Un vieillard qui, 10 ans après les bombes de Hiroshima et Nagasaki, vit dans la peur voilà, du péril nucléaire et décide de tout dilapider. En fait, il a une grande usine, c'est un riche industriel japonais, euh, et de tout lâcher pour finalement vivre au Brésil, imaginant qu'il sera là-bas à l'abri, quoi, avec toute sa famille, et sa famille ne comprenant pas, pensant qu'il est fou, décide de l'attaquer en justice et de tenter de le mettre sous tutelle. Et là, il y a un homme qui est placé en tant que médiateur, donc c'est euh, euh, Takeshi Shimura, pardon, j'ai failli oublier son nom, un autre habitué du cinéma de Kurosawa, et qui va être la médiation entre la famille et cet homme, et qui va littéralement, progressivement, à cause de sa famille et de cette peur, tomber littéralement, cette fois-ci, véritablement dans la folie. Donc c'est une chronique assez cruel, entre guillemets, et très réaliste quant à la grande question de l'époque qui était le nucléaire. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, ça prend même une autre dimension, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un film qui n'a pas trop vieilli finalement. Et voilà, je vous le recommande. Et puis les Kurosawa, de toute façon, tu peux les trouver, ils sont pas très chers, hein, Guillaume, les Kurosawa, ils les ont réédités chez Wildside toutes les années tôt. Pour les seuls, je vais te dire, j'ai fait une petite razzia sur les films de Kurosawa, ça fait toujours du bien, hein. Après, si on peut revenir sur les comédies qui peuvent remonter le moral, on peut parler de Will Ferrell. Vas-y, hop, tac. Et il est vrai que c'est bien dommage qu'en France, on nous diffuse jamais, mais alors jamais, les Will Ferrell. Mais c'est pas très connu, hein, c'est vraiment un cinéma de niche, hein. Tant en taux le mode d'emploi, enfin, moi, il y en a plein qui sont les rois du patin, enfin, il y a des chefs-d'œuvre, hein. D'ailleurs, les rois du patin, il est dans le top 100, je crois, de première, quand ils ont fait le hors-série il y a quelques mois. Voilà, il est vrai que les Français en matière de comédie sont très chauvins, puisqu'ils ne Mais diffusent que des comédies françaises. si je dis pas de bêtises, il est sur Netflix, Les Rois du Patin. Ils pourraient aussi, pour nous remonter le moral, et ça, j'ai bien envie de revoir le 3, nous diffuser des Johnny English. Ah, toi, Non? t'aimes bien ça. Moi, j'aime bien aussi, mais bon, c'est pas du même niveau, hein. Ah, bon, mais après, une comédie même légère, c'est mieux que rien, hein, en ces temps difficiles. Donc il est vrai que on passe à côté de beaucoup de choses, malheureusement, avec la télé, et il n'est pas sûr qu'on y retrouve ailleurs.
Allez, je vais me dépêcher, je vais chroniquer encore deux, trois trucs avant de rendre l'antenne à mon cher Guilux. Ah oui, ici Cognac G à Voler Studio. N'empêche, les chaînes de télévision, pendant cette crise du coronavirus, ça arrive encore à faire des émissions, hein. Ça va peut-être leur donner des mauvaises idées, hein. Tourner chez eux à bas coût, ça va peut-être virer quelques personnes, ça. Surtout que tous ceux qui travaillent à la maison, dans les témoignages qu'on a de voisinage, hein, et toi aussi, disent qu'ils travaillent plus, ont plus de mails, plus de soucis et encore plus de boulot qu'avant, hein. La preuve, la preuve. Hmm. Donc, Beaucoup bon, de sur Instagram. Et ensuite, je vais aller très vite. J'ai vu Body Snatchers de Abel Ferrara, donc là, film d'horreur. Je regarde beaucoup de films d'horreur ces temps-ci, moi. Donc troisième version de l'invasion des profanateurs de sépultures. Première version Don Siegel en 1956, deuxième version Philip Kaufman en 78, si je dis pas de bêtises, et donc cette troisième version en 93, tout aussi bien que les autres, scénarisé par donc le regretté, on l'a évoqué avec Johan, il y a de ça deux émissions, Stuart Gordon avec son acolyte Larry Cohen. Donc voilà, en fait, c'est des créatures, si tu veux, qui prennent ton apparence corporelle et qui te remplacent littéralement, c'est des photocopies de toi, on pourrait dire. Et donc cette version de Abel Ferrara, qui voilà, vient du cinéma indépendant, surprend, et il a disparu. Surprend parce qu'on sent que c'est un vrai blockbuster quand même pour lui, mais livre des séquences parano au possible qui marchent du tonnerre de Dieu. Je ne te vois plus, Guillaume. Ah, voilà, je te revois. Allô? ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, ça remarche. Oui, c'est bon. Et le film, voilà, livre des sacrées séquences de porc qui mangent vraiment bien, qui sont vraiment dégueulasses. Et comme toujours dans cette saga et dans ce genre qu'on appelle les body snatchers, qui est le titre du film, il y a toujours un propos politique. C'était dans le premier des années 50, c'était l'apport du communisme. Dans celui-là, on est plus du côté de l'endoctrinement, du militarisme, puisque ça se passe en fait dans une base militaire. Et même dernièrement, si on prend le dernier pub avant la fin du monde, qui s'inscrit dans ce genre, on est plus du côté du consumérisme, on pourrait dire, et de la pensée unique. Guillaume? Guillaume? Je ne te vois plus. Ah, j'ai perdu Guillaume. Bon, bah, je crois que je vais couper quelques instants et puis on va essayer de revenir juste après. Donc, je vous recommande Body Snatchers réalisé par Abel Ferrara en 1993. Je vous recommande aussi un film du studio Laika qui avait fait entre autres le film Coraline et Paranorman, donc ce qu'on appelle de l'animation en volume. C'est un peu le même principe que la stop motion. Donc le studio Laika qui a fait dernièrement Monsieur Link, qui s'est bidé au box-office. Et j'ai enfin vu, j'ai vraiment honte de ne pas l'avoir vu, du coup, Kubo et l'armure magique. En version originale, Kubo et The Two Strings, qui est un meilleur titre, je pense, que le titre français, qui est une sorte de féerie, on pourrait dire, autour du cinéma japonais, du cinéma de samouraï. C'est un film qui a un cœur gros comme ça, qui est magnifique en termes d'animation, qui a des couleurs sublimes et qui a un beau casting vocal. Il y a Rooney Mara, il y a Matthew McConaughey, enfin, il y a un très gros casting. Et George Takei parle de Star Trek aussi. Et c'est un film qui vous remue et qui est bourré de petites idées poétiques sur l'origami, sur l'utilisation de toute la culture japonaise, voilà, sur le singe, sur le scarabée. Enfin, c'est un film qui est très beau. C'est pour les enfants, mais il y a beaucoup de belles idées, voilà, au niveau historique ou de l'imaginaire, du mythe en fait asiatique, qui, je pense, peut vous plaire. Enfin, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre pour terminer? Je regarde ma petite liste. Eh ben, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fait le tour, en fait, mon Guillaume. Ah si, tiens. Pour terminer, tu sais ce que j'ai vu? On parlait de western tout à l'heure. J'ai vu un classique des classiques que tu as vu, j'imagine. La balade des Dalton. En dessin animé sur Gulli? Le dessin animé. Non, les vieux, là, je te parle. Réalisé par Goscinny, là, pour le coup, avec Maurice. Ah oui, oui, les vieux sur Gulli, oui, mais ça, c'était il y a plusieurs mois qu'ils avaient diffusé, là.
Bah, je sais pas, mais je l'ai vu sur Amazon, il était Amazon Prime, et aussi sur YouTube, alors je me suis fait ce plaisir. Ah, ça rebug, Guillaume. Idée, mais T'es en oui, train oui, de jouer. c'est mon ordinateur, je crois qu'il chauffe un peu là, il en a marre. Bon, on est bientôt fini de toute façon. Et donc, il faut voir ce film déjà pour la musique, quoi. La musique de Claude Bolling, elle est monstrueuse, quoi. La balade des Dalton, le film, il est drôle. Alors, il est un peu vieilli au niveau de l'animation, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Oui, l'image aurait peut-être besoin d'un petite restauration. Et puis, je te dis, la musique très jazzy, très entraînante, très comédie musicale. La musique du train, elle est formidable. T'as vraiment l'impression d'entendre un train qui arrive quand ils font dérailler le train et Dalton. Moi, c'est un truc que je vous recommande vivement, tout comme voilà, les 12 travaux d'Astérix qu'on peut retrouver aussi sur Netflix, c'est du même studio, le studio Idéfix. Puisque tu nous parles d'Astérix, il est vrai que ils ont rediffusé ces derniers temps à la télé Le Domaine des Dieux, donc ceux qui... Voilà. Tu voulais me parler d'un truc aussi historique, une BD liée aussi à une série. Ah oui, en parlant de série, non, non, je dis juste que je suis en train de lire un ouvrage qui est très, très, très bien écrit, parce que j'en ai eu plusieurs qui me sont tombés sous les yeux, qui n'étaient pas très bien écrits, mais celui-ci est très bien écrit. C'est sur la reine Victoria. Et ce livre est excellent, mais il colle, mais alors mot pour mot, avec la série Victoria que j'ai visualisée il y a quelques mois. Et cette série Victoria, donc c'est ITV, hein, le TF1 britannique qui l'a diffusée. Pour l'instant, il y a 3 saisons en français disponibles en DVD. Bah, elle est vraiment intéressante. Alors, je pense que si tu fais une petite recherche, les acteurs qui jouent sont dans la série, tu devrais, je pense, les connaître. Comme ça ne me dit rien du tout. Alors, Attends, je peux chercher en attendant. une petite recherche, parce que là, voilà, j'ai mon ordinateur qui est en surchauffe. Je vais mettre un peu de charbon dans la machine. Il n'y a pas que ça qui en surchauffe, hein. Ouais. Il me demande de forcer Skype à quitter Skype. Bah, il y a Jenna Louise Coleman, Tom Hughes, Neil Hudson, Rufus Sewell. Je ne connais pas. Si, il y a celle qui joue mais Coleman, qui joue Victoria, et le prince Albert, je pense qu'ils sont connus, en tout cas surtout en Angleterre. Le prince Albert sur ton sgeg, oui. Ah, restons polis. Non, bon, bref. Dans Tiger King, j'en parle. Voilà, une série qui est assez intéressante, parce que finalement, c'est une série sur le couple. Le couple, mais voilà. Un peu comme The Crown. Un peu comme The Crown, seulement que The Crown, c'est deuxième partie du XXe siècle, et là, on est sur le XIXe siècle. Donc, on est en plein sur la thématique entre un couple qui s'aime, mais qui s'accroche tous les soirs, parce que Victoria avait un caractère assez instable, on va dire. Et puis, voilà, on est à une époque du début développement du progrès technique, les premières machines à vapeur. Le prince Albert lance la première exposition universelle. N'oublions pas qu'aussi ce prince, il est allemand, et les Anglais n'aiment pas trop les Allemands. Enfin, c'est une série qui est intéressante, et vous verrez si ça vous intéresse. Voilà, Victoria, parce qu'il n'y a pas que The Crown, et The Crown a peut-être éclipsé justement cette série sur Victoria. Allez, pour terminer, bon, t'as vu que des comédies, mais t'as même pas dit lesquelles t'as vu à part Buffy de la Résistance. Si, je t'ai dit, j'ai vu tous les gendarmes. On refait de temps en temps quelques petites comédies. Non, non, il n'y a pas de souci. Ok, donc une recommandation en DVD, en Blu-ray pour nos charmants spectateurs. Un film à revoir. Oui, vu que t'aimes bien, peu importe, c'est bien à l'esprit comme ça. Faites-vous un grand film comme Laurence d'Arabie, j'en sais rien, comme on en parlait tout à l'heure. Faites-vous un western. Il y a plein de westerns possibles. Donc Guillaume vous recommande donc Laurence d'Arabie, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Bah là, j'attends par exemple l'arrivée d'un DVD qui s'appelle L'attaque du train d'or avec Sean Connery, donc j'ai assez hâte qu'il arrive. Bref, non, je pense qu'on a un sacré potentiel. Eh ben moi, je vais vous recommander deux choses. Le premier, je pensais pas à ça, mais comme tu as parlé de Brian Cox, que j'aime bien Brian Cox, un petit film d'horreur très sympa, très Lucio Fulci. Ceux qui aiment ça me comprendront, ce qui n'est pas ton cas.
Euh, et tac. Un petit film très sympa qui s'appelle The Gendo Identity en français. Donc en titre original, c'est, accrochez-vous bien, The Autopsy of Gendo. Pourquoi ils ont changé ce titre qui est très bien en The Gendo Identity, ça ne veut rien dire. Bref, il n'y a rien de plus simple. Un père, son fils, donc c'est Brian Cox et Emile Hirsch. Tous les deux sont médecins légistes. Ils doivent faire une autopsie d'un cadavre, donc d'une jeune femme qui n'a pas de nom, d'où le nom aux États-Unis de Gendo. C'est le nom de, voilà, c'est Monsieur X, Madame X en français. Et très vite, l'autopsie va très mal se passer. Voilà, c'est un vrai film d'horreur. Et ce qu'il faut dire, c'est que la femme est véritablement morte. Hein, et donc il va se passer plein de choses fantastiques autour d'eux. 3 personnages, c'est tout. Point. C'est un exercice de style qui dure 1h30, c'est formidable. C'est une petite série B. C'est réalisé par Andrea Ofredal qui avait fait Trollhunter, qui est super aussi. Et après ce film, il avait tapé dans l'œil de Guillermo del Toro. Ils ont fait ensemble Scary Stories, qui est d'ailleurs très, très sympa. Ils l'ont fait ensemble avec donc Guillermo del Toro. Mais ma recommandation du jour, je voulais la faire la dernière fois, la semaine dernière, et j'ai oublié pendant l'émission. C'est un tout petit film aussi, très sympa, de Jonah Hill, l'un de mes acteurs préférés, donc qui joue dans Super Grave, hein, mon t-shirt. Jonah Hill, acteur aussi chez Scorsese, par exemple, Le Loup de Wall Street, Les Comédies de Pathos, etc., etc. Et qui donc se lance dans la réalisation avec le 90s. Pourquoi ne pas revoir War Dog? C'est le moins bon. Ah, oh là là, c'est bon. Tu peux recommander War Dog si tu veux, mais c'est ton choix, hein, c'est pas le mien. Hein. J'assume, j'assume. Bah, War Dogs, voilà, de Todd Phillips mettant en scène du Joker maintenant. Et donc, pour revenir sur 90, c'est un petit film, c'est une sorte de 400 coups de Truffaut, c'est-à-dire qu'on suit le quotidien d'un gamin, mais dans le monde du skateboard. Voilà, c'est un film qui est assez nostalgique de la jeunesse de Jonah Hill. On sent que c'est du vécu quand même. Hein, voilà, c'est un film qui se passe dans les années 90. T'as les Tortues Ninja, tous ces trucs-là. Mais c'est un film qui est vraiment en hauteur de gosse, qui est assez touchant en fait, qui est assez juste parce qu'on a connu ça, même si on n'a pas été skater ou tout ce que tu veux, ou c'est un gamin qui cherche juste à se faire aimer en fait d'une bande de copains qui est un peu seul, etc. Qui va voilà trouver une amitié quoi. Et c'est plein de petites idées de mise en scène. Des trucs qui sont des tout petits trucs, des cuts d'un petit accident qui arrive au gamin à un moment donné. On sent qu'il n'a pas les moyens, Jonah Hill, de faire un gros truc, mais à travers l'idée en fait juste de couper, bah tu ressens vraiment le choc en fait du gamin qui se mange littéralement une dalle de béton quoi. Et il y a des petites idées comme ça qui marchent vraiment bien. C'est un film qui est très tendre, je trouve, très mignon, très beau et qui pète pas plus haut que son cul, donc qui vous fera du bien. Donc je vous recommande 90s, premier film, et j'espère que c'est pas le dernier de Jonah Hill qui décidément est bien surprenant ce garçon. Après avoir fait des comédies, après avoir fait des grands auteurs, des grands drames, et ben maintenant il devient réalisateur et je vais dire à succès, tout simplement. Et qui joue dans le stratège aussi. Voilà, excellent le stratège, excellent, tout à fait. Et puisque tu étais sur les films d'horreur, pourquoi ne pas revoir Zombieland? Le premier ou le deuxième? Ou les Le deux? premier avec Jesse Eisenberg, ainsi que Social Network, si vraiment vous voulez aller sur d'autres sujets, d'Aaron Sorkin. Parce que je n'ai pas vu le 2, j'ai vu l'affiche qui traînait à la gare de Perrache, mais comme on ne peut plus mettre les pieds dans les gares, eh bien, je ne sais pas ce que vaut le 2, Retour à Zombieland. Donc, je m'abstiens de tout commentaire. Alors, est-ce qu'il est aussi bon que le premier? Je n'en sais rien. J'ai Ah, pas vu. Le premier, j'aimais bien à l'époque. Hein. Ah, le premier était pas mal. Alors, le deuxième, reste à savoir ce que ça vaut. Et puis, si vous avez envie vraiment de rigoler, et pour reprendre les séries, on a parlé de Pharrell Williams, de Will Ferrell, pardon, vous avez toujours Brooklyn Nine-Nine. Et là, je vous invite à vous faire les 6 saisons en français de Brooklyn Nine-Nine. Et la saison 5 est un petit peu moins drôle, je trouve, mais la saison 6 est vraiment hilarante. Et c'est vraiment une sorte d'antidote contre la déprime. Hein. Pas besoin de prendre des comprimés sur ce coup-là. Mais passez-vous à Brooklyn Nine-Nine, des épisodes très courts d'une combien 22 minutes, avec 2 histoires par épisode finalement, parce que les personnages font 2 par 2 en fait, chacun vit en fait une aventure à l'intérieur du même épisode, donc ça va hyper vite, c'est d'une vitesse terrible et on s'ennuie pas en fait, on fait épisode sur épisode.
Donc créé ouais, par les créateurs de The Office et Parks and Recreation. Et ils ont balancé des premières photos de leur nouvelle série d'ailleurs sur Netflix. Elle s'appelle Space Force avec Steve Carell apparemment. Ça a l'air d'envoyer du lourd encore une fois. Et, euh, et ouais, je crois que je vais finir là-dessus. J'ai complètement oublié, mais juste avant l'émission, j'ai regardé un film justement avec Andy Samberg, je voulais te le conseiller. Justement, le héros de Brooklyn Nine-Nine, là, le grand con là. Sandberg, en fait, à la base, voilà, il fait partie d'un groupe qui s'appelait les Lonely Island, qui ont cartonné en fait au SNL à travers une section qui s'appelle les Digital Shorts. Ils ont vraiment relancé le SNL de Lorne Michaels, donc tu sais, la fameuse émission comique, donc le Saturday Night Live, qui passe évidemment tous les samedis soir en direct, d'où le titre de l'émission. Et ils ont fait un film en fait qui s'appelle Popstar. Donc l'acteur principal c'est Andy Samberg et ses deux acolytes donc réalisent donc Jean-Matt Acon et Akiva Scheffer écrivent et réalisent avec lui le film qui est un faux documentaire qui suit comme ça c'est sur Amazon Prime le parcours d'un rappeur à 2 balles qui tombe littéralement dans les oubliettes de l'histoire de la musique et c'est très 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 drôle, très très con où tu as toutes les stars de la chanson qui sont dans le film de Mariah Carey, tu as Paul McCartney, je sais pas, tu as Usher, tu as Justin Timberlake, tu as tous les grands noms, tu as Seal de la musique qui interviennent dans leur propre rôle et c'est vraiment super drôle. Ça reprend la base d'un film qu'ils avaient fait ensemble qui était Hot Rod, c'est-à-dire ascension et chute d'une star de la cascade. Donc là, c'est pareil dans le milieu du rap. Et ça a été fait, et c'est assez étrange, quelques années après Fatal de Michael Youn. Et donc je vous recommande les deux en fait, Fatal et donc Popstar, c'est la même histoire quasiment. C'est fait de deux manières différentes, mais les deux sont tout aussi drôles. Et donc voilà, c'est Andy Samberg, un acteur que t'aimes bien, voilà. Donc tu peux regarder ça aussi, c'est sur Amazon. Qui est très drôle et qui paraît assez décomplexé, hein. Ouais, et puis il a un vrai physique, tout gingandé comme ça, très burlesque. Ouais, non, ouais, non, non, franchement, c'est un sacré personnage, en tout cas dans la série, mais Très menteur en plus. voilà, mais qui contrebalance je sais plus, avec le lieutenant, alors, le commandant de la brigade, qui est assez un peu rigide, on va dire. Bon, homosexuel. Voilà, tous les personnages ont une personnalité bien particulière et chacun se complète et franchement, c'est un génie des scénaristes, c'est qui? C'est Ted Gure et je sais plus, non, c'est Je me rappelle plus, oui. Je crois que Sure, c'était ça. bref. Donc, Bref. c'est ta grande recommandation cette semaine pour les spectateurs, alors. Brooklyn Nine-Nine. Vous n'avez pas que la septième compagnie, vous avez aussi Brooklyn Nine-Nine où les Will Ferrell à refaire, où on avait dit Nielsen si vous ne savez pas quoi faire pour vous remonter le moral. Donc, Brooklyn Nine-Nine, c'est sur Netflix. Lenny Nielsen, c'est sur OCS. The Et puis moi, Office c'est en était DVD. Les deux. sur Amazon Prime, je ne sais pas si c'est encore le cas. Lequel? The Office. Oui, oui, The Office, oui, oui, il y a l'intégrale. Bon, bah voilà, vous avez encore sur Amazon Prime. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur Twitter, on regarde The Office là, depuis le début du confinement. Il y a beaucoup de gens qui redécouvrent The Office. Alors, The Office, alors c'est vrai que maintenant c'est un peu plus difficile pour se faire livrer des livres et DVD, hein. Amazon n'expédie plus beaucoup. The Office, il avait ressorti en intégralité pour une trentaine d'euros, genre quelque chose, genre c'était une somme assez raisonnable. On avait voilà, les 9 saisons. Alors, le coffret était peut-être moins joli que celui que tu as, toi, qui était là, édité par la Fnac. Ça fait juste une pile de DVD, ça fait un cône, hein, voilà, ils sont empilés comme ça, c'est pas terrible, mais une boîte qui est pratique et pas très chère, hein. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a conseillé plein de trucs aux gens, divers et variés, des documentaires, du rire, de l'horreur, des films de guerre, tout ce que tu veux, des westerns. Donc il faut rester à la maison, hein. Il n'y a que ça à Ouais, faire. maintenant le message, c'est à vous de bosser parce qu'il faut voir tout ça, hein. Moi, je bosse là, je suis en plein travail hein, grâce à toi. Ouais, tu transpires, vas-y, éponge-toi le front, là, ça dégouline. Ah, passez-moi un scalpel, docteur. Aïe, aïe, aïe. Et il nous reste aussi, ils n'ont pas diffusé les visiteurs, mais je pense que ça ne tardera pas, ils vont bien, je pense qu'ils vont nous les remettre. En attendant, il y a quand même en plus de la crise, il y a quand même du mal qui se rajoute au mal. Il y a quand même Gad Elmaleh et Franck Dubosc à l'heure actuelle sur Paris qui appellent les personnes âgées dans les EHPAD, comme si les pauvres gens ne souffraient pas assez quand même. Voilà.
Ah oui, non, mais après le Covid, oui, c'est sûr. Après la peste, la malaria, non, non, mais oui, c'est un peu le coup de grâce. Oui, c'est ça. Bon bah voilà, je te remercie Guillaume pour cette émission et voilà, vous restez à la maison et nous on va continuer à voir de bons films, on vous souhaite des bonnes séries, des bons docs, plein de belles choses à voir et puis vous le comprenez, il faut rester à la maison. Ouais, et c'est le moment de se rendre compte qu'on n'a pas enregistré, en fait. T'as oublié de cliquer. Eh non, je l'enregistrerai déjà la première partie. Allez, je te fais disparaître. Allez!